Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Un dernier petit mot pour les youtubeurs qui sont abonnés à ma chaîne. Vérifiez votre abonnement puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Et oui, non seulement ils invisibilisent mes vidéos, mais en plus ils font cela, car je tiens à dire, et ce sera mon dernier mot là-dessus, que vous ne pouvez pas retrouver mes vidéos en tapant le titre de mes vidéos. Et oui, YouTube ne vous remontera pas mes vidéos, même si vous mettez le titre exact. Si vous voulez revoir mes vidéos ou les connaître, si vous ne connaissez pas, il faut taper réinformation sur le monde dans la barre de recherche de YouTube pour voir ma chaîne. Ainsi, vous aurez accès à mes vidéos. Et oui, c'est une des joyeusetés de YouTube. Évidemment, là, on ne parle que de YouTube. Sur ma chaîne Odyssée et Rumble, je n'ai pas tous ces soucis. Voilà. Bref, là c'est le point sur l'Ukraine du 27 avril 2024 avec comme titres principaux, eh bien on a la première percée russe significative. Donc là je vais parler de cela en tout premier parce que c'est un événement. Malheureusement pour les Ukrainiens, les Russes sont dans une dynamique forte, ils avancent et de plus en plus vite. Donc c'est fini l'avancée par petits pas. Là, ils font enfin leur première percée, une vraie offensive. Attention, ce n'est pas la grande offensive russe, ce n'est qu'une percée. Voilà. Autre titre important, eh bien, on a l'Ukraine qui cette fois très sérieusement veut récupérer ces réfugiés qui sont partis au début de la guerre dans des pays étrangers. Ils veulent récupérer ces réfugiés afin qu'ils reviennent en Ukraine pour se battre. Donc nous verrons cela en détail. Évidemment, en Ukraine, cela fait beaucoup jaser parce qu'il y a deux camps. On a ceux qui sont horrifiés par cette nouvelle, en particulier les réfugiés à l'étranger, bien sûr, mais même les Ukrainiens eux-mêmes, certains tout du moins, particulièrement dans les grandes villes, qui s'insurgent contre cela. Et on a les militaires qui se battent depuis très longtemps dans les tranchées, qui sont sur le front quelquefois depuis plus de 3 ans. Et oui, donc bien avant le début de la guerre en Ukraine, dans le sens l'invasion russe, puisque la guerre en Ukraine en réalité a commencé depuis fin 2014. Hein. N'oublions pas qu'il y a une guerre civile depuis fin 2014. Donc il y a des combats et il y a des Ukrainiens qui se battaient déjà, voilà, il y a environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, il y en a. Bref, donc et ces soldats-là qui se battent, eux sont bien contents de cette nouvelle puisque beaucoup pensaient que c'était des traîtres, qu'ils avaient abandonné leur pays et qu'ils se sont sauvés comme des lâches. Donc il y a deux camps en Ukraine très divisés. On va parler de tout cela aussi. Évidemment, nous allons parler aussi du problème de recrutement de l'armée ukrainienne, qui n'est pas nouveau, hein, ce problème est ancien même, sauf que là, c'est catastrophique, bien évidemment, comme la victoire russe est imminente, dans le sens quelques mois, donc les gens ne veulent pas aller se battre, bien évidemment. Il y a les déserteurs, les mutineries partout, des prisonniers. Alors des prisonniers faits par les Russes de manière massive, c'est-à-dire des gens qui se rendent aux Russes, ne serait-ce que pour sauver leur vie, sachant qu'ils n'ont plus aucun espoir et qu'ils savent qu'ils seront bien traités et qu'éventuellement ils pourront, dans pas si longtemps que ça, retourner voir leurs proches vivants et non pas mutilés dans X temps, mais pas dans des années, donc ça ils le savent. Donc beaucoup de soldats se rendent aux Russes. Alors c'est pas de manière massive sur tout le front, mais il y en a quelques milliers, ça c'est certain.
Bref, problème de ressources humaines qui est absolument catastrophique pour l'Ukraine. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais les jours passant, bah, ça devient de plus en plus catastrophique, jusqu'au moment où on atteindra un seuil, comme évidemment ça va bientôt être le cas, puisque quand atteignez un seuil bah, où il n'y a plus personne qui vient remplacer ceux qui sont morts ou blessés, bah, évidemment au bout d'un moment, là, il va falloir faire un choix. C'est-à-dire soit faire la mobilisation générale et on prend toute la population qui a plus de 18 ans, alors, donc ça veut dire hommes, femmes, même ceux qui ont plus de 70 ans, etc. Là, on prend vraiment tout le monde, on leur met un fusil dans les mains et allez vous battre. Soit c'est la capitulation. Au bout d'un moment, il faudra faire un choix qui risque de s'imposer de lui-même au gouvernement ukrainien. Bref, nous verrons. Bon, bref, ensuite, nous aurons bah, les nouvelles diverses, hein. On aura des nouvelles sur les attaques MS qui, en réalité, ont déjà été données depuis longtemps à l'Ukraine, même si officiellement, là, les Américains disent qu'ils vont donner des attaques MS. Ça fait déjà un moment que les Ukrainiens ont des attaques MS. Et dernièrement, ils avaient attaqué une base à Jankoï, c'est-à-dire au nord-est de la Crimée. Je vous avais déjà parlé de ce fait-là, où ils avaient envoyé 12 attaques MS, 10 avaient été arrêtés par les systèmes anti-aériens russes. Donc rien de nouveau, sauf que là c'est officiel, il y aura d'autres attaques MS qui vont être données. Et bien d'autres nouvelles très intéressantes que je vais vous donner. Voilà. Alors comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties, les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe exactement sur le terrain. Commençons. Alors là, vous voyez une carte de South Front Press qui est un site américain d'analyse militaire. Et bon, là, vous pouvez voir l'énorme avancée russe. Donc voilà, vous pouvez voir cela ici. Une énorme avancée russe de plus de 6 km, hein. Donc c'est très impressionnant. Alors c'est une carte qui date du 24 avril 2024 dans la région d'Avdiivka. Donc comme vous pouvez voir, là les dernières prises russes sont en jaune, ici. Alors vraiment les toutes dernières, hein. Là c'est du jour par jour, hein. Donc c'est absolument énorme comme avancée, puisque en gros il y a tout ça d'avancée qui a été fait voilà, en quelques jours. Donc c'est absolument énorme. Donc là, vous pouvez voir la fameuse pointe d'Occhiaritino qui a été prise récemment. Donc évidemment, cela va continuer. On sent vraiment l'effondrement de la défense ukrainienne. Il y a quasiment plus de défense et plus le temps va passer, et ben, il y en aura de moins en moins. Et après, les Russes avanceront comme dans du beurre, hein, si ça continue comme ça. Alors là, je vous fais un zoom avec ma carte militaire. Donc ma carte militaire est basée sur des rapports de Russes sur le terrain qui eux-mêmes donnent les infos à la chaîne Telegram Slaviangrad. Donc là, très vite, ce qui s'est passé, pour une fois, on a les détails, ce qui est assez rare. En fait, c'est la 47e brigade mécanisée ukrainienne qui était dans les environs d'Ocheretino et même dans la ville. Et ils sont partis pour être remplacés par la 100e brigade mécanisée ukrainienne. Les Russes ont vu qu'ils partaient et à ce moment-là, ils en ont profité et c'est là qu'ils ont fait leur percée. Donc ils en ont profité pour prendre Ocheretino et Novobalmitsva. Donc le but des Russes est bien sûr d'aller jusqu'à Pokrovsk, qui est un hub extrêmement important. Donc là, c'est dans la région de Donetsk, c'est l'endroit là le plus important à venir, ce sera Pokrovsk. Plus au nord, le plus important, c'est Tchassivial,
qui est le dernier verrou pour aller vers Kramatorsk, qui est encore plus important que Pokrovsk. On parlera de tout ça en détail dans la carte militaire. On va commencer par un article de Politico qui nous dit « Clairement illégal, l'administrateur de Zelensky critiqué pour avoir refusé de fournir des services aux hommes ukrainiens à l'étranger. » On parle de services consulaires. La dispute s'intensifie tandis que la Russie prend le dessus sur le champ de bataille. Alors que se passe-t-il ? Les critiques intérieures à l'encontre du gouvernement ukrainien se multiplient à propos d'une interdiction temporaire controversée de délivrer de nouveaux passeports et de fournir des services consulaires non urgents aux hommes ukrainiens en âge de combattre à l'étranger. Il s'agit d'une mesure manifestement illégale et extrêmement préjudiciable, déclare Volodymyr Viatrovitch, député du parti d'opposition Solidarité européenne. De toute évidence, le gouvernement veut forcer les Ukrainiens à retourner en Ukraine le plus rapidement possible, entre parenthèses, pour se battre. Cependant, le résultat sera exactement le contraire. Les nouvelles exigences de mobilisation qui obligent tous les hommes en âge de combattre à enregistrer ou à renouveler leurs informations personnelles auprès des bureaux de conscription ukrainiens, quel que soit l'endroit où ils vivent, ont suscité des troubles à un moment où l'Ukraine lutte pour résister à la guerre totale de la Russie sur le champ de bataille. De nombreux hommes ukrainiens qui vivaient à l'étranger avec leurs familles depuis des années avant le début de l'invasion à grande échelle ont été indignés car ils n'envisageaient pas de retourner combattre, mais ont activement contribué par des dons et plaidé pour davantage d'aide à l'Ukraine. Dans le même temps, les militaires en activité, dont beaucoup combattent sur la ligne de front depuis plus de 2 ans sans répit, sont mécontents du fait que la nouvelle loi sur la mobilisation ne prévoit aucune condition de démobilisation. Alors les combattants sur la ligne de front ukrainien sont mécontents pour 2 choses. Déjà qu'il n'y ait aucune démobilisation, car oui, cela fait maintenant à peu près 1 an que officieusement il n'y avait pas de démobilisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rotation. De manière générale, il y en avait des rotations sporadiques, mais après ça s'est arrêté dans tout le pays, il y a environ 1 an. Et là, il y a quelques temps, il y a quelques mois, la démobilisation a été officiellement rejetée. Je dis bien officiellement rejetée. Donc au début, ça a été discret, ce rejet officiel, et ensuite c'est devenu public. Donc là, les militaires, eux, quand ils ont appris ça, ils étaient contents. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que eux qui se battent, parce que le fait qu'il n'y ait pas de rotation, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup d'Ukrainiens valides et en âge pour se battre. C'est pour ça qu'il n'y a plus de rotation sur la ligne de front ukrainienne. Donc les soldats sur le front étaient très mécontents du fait qu'il n'y ait pas de démobilisation et qu'en plus il y ait des planqués qui ont pu fuir au début de la guerre et même pendant. Il n'y a rien d'illégal, même qui n'ont pas arrêté de fuir au lieu de servir sous le drapeau, comme ceux qui sont sur le front. Donc ceux sur le front pensaient que c'était des lâches, voire même des traîtres. Alors vous pensez bien qu'au sein de la société ukrainienne, ça posait de très très gros problèmes, évidemment. Alors je vais pas tout vous lire, mais vous avez à peu près le tableau général. Donc là, il y a Kouleba qui dit un homme en âge de conscription est parti à l'étranger, a montré à son État qu'il ne se souciait pas de sa survie, puis vient et veut recevoir les services de cet État. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Notre pays est en guerre, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, au début de la semaine. Donc en gros, qu'il ne souciait pas de la survie de l'Ukraine. Donc en gros, que c'était des traîtres. Voilà, donc Kouleba, il a dit stop, là maintenant, on arrête.
Vous allez tous revenir vous battre en Ukraine. Parce que se passe-t-il? C'est que comme pas les réfugiés, ceux qui sont partis d'Ukraine, ils n'ont pas le statut de réfugiés, hein. Ceux qui ont fui les combats, qui sont partis d'Ukraine, qui sont allés en Roumanie et en Pologne pour 80%, 90% d'entre eux, eh bien ceux-là n'ont plus de passeport et au bout d'un moment, bah, ils n'auront plus les services consulaires. Donc ils pourront plus renouveler leurs papiers pour rester là-bas. Faut savoir que la Pologne officiellement a dit bah, qu'elle renverrait ces réfugiés, quoi, ces Ukrainiens qui avaient fui en Ukraine. La Pologne a dit qu'elle était prête à faire cela, hein. Et voilà, il manque plus que la Roumanie, hein, maintenant. Donc je vais pas tout vous lire, l'article est un peu long, mais vous voyez le tableau. Donc évidemment, c'est très très grave pour l'Ukraine. Alors pourquoi ils en sont là? Pourquoi ils en sont là? Bah, tout simplement parce que il n'y a plus d'hommes pour se battre. C'est aussi simple que ça. Alors là, vous voyez, là, selon les estimations européennes, entre 600 000 et 850 000 hommes ukrainiens ont fui vers l'Union européenne. Ça, c'était en 2022, au début 2022, vous imaginez? Et ils n'ont pas cessé de fuir. C'est pour ça que la population ukrainienne est passée de 43 millions d'habitants avant la guerre à environ 30 millions d'habitants maintenant. Voilà, donc il y a 12 millions qui ne sont plus là, alors, dont ceux qui sont morts au combat, voilà, et tous ceux qui sont partis d'Ukraine. Vous voyez que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc c'est un énorme problème en Ukraine. Il y a tellement en plus eu de morts en Ukraine. Là, le colonel McGregor, dans une dernière intervention, sa dernière estimation, c'est 600 000 morts côté soldats ukrainiens, sachant que Volodymyr Zelensky a dit officiellement à la télé ukrainienne qu'il n'y avait que 31 000 morts depuis le début de la guerre. 31 000 morts. Et que 31 000 morts, si avec 31 000 morts, le pays ne serait pas dans un tel état, hein. Je vous rappelle que là, en ce moment, l'Ukraine perd environ 30 000 hommes par mois pour la guerre, c'est-à-dire meurt et est blessé, pour être très exact, meurt ou blessé 30 000 hommes par mois. Là, les experts américains il y a un consensus. Je vous rappelle que Zaloujny l'avait dit, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a fuité grâce à une députée ukrainienne, hein. Donc je vous l'avais dit, hein, entre 30 et 35 000 hommes. Je vous rappelle enfin le rapport d'état-major de l'armée française qui a été déposé sur le bureau de Macron et le papier de l'état-major qui a été rendu public par le journal Marianne a dit 35 000 morts par mois, quoi. 35 000 morts et blessés, je suppose, les deux. Bon, voilà, donc 35 000 soldats qui peuvent plus se battre soit par la mort ou soit en étant blessés en Ukraine. Ça, c'était un rapport de l'état-major français que je vous ai montré, bien évidemment, dans un point sur l'Ukraine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces blocages d'aide consulaire à tous les hommes qui sont partis à l'étranger. Donc vraiment, là, on est à un seuil de rupture côté ukrainien parce que des armes, des munitions, c'est bien, mais s'il n'y a personne pour les utiliser, ça sert à rien. Voilà, donc tout cela est vraiment très triste. Et malheureusement, avec le budget qui a été voté aux États-Unis, cela donne du grain à moudre au va-t-en-guerre, que cela soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Et tout le monde est vraiment décidé pour continuer la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Concernant le cruel manque d'hommes en Ukraine, on va commencer par Associated Press, donc l'un des 4 grands journaux internationaux de référence. Après 2 ans de guerre, les questions se multiplient quant à savoir si Kiev peut soutenir la lutte contre la Russie.
Alors on va pas lire tout l'article puisqu'il est bien trop long et ouais, il y a des cartes et tout. Mais voilà, on va prendre ce qui est le plus intéressant. Là, par exemple, en 2023, la première analyse statistique indépendante des morts de guerre Russie a conclu que près de 50 000 hommes russes étaient morts pendant la guerre. Donc, bon, ça c'était en fin 2023. Maintenant, c'est plus. Là, on peut estimer que c'est qu'en réalité, il y a 55 000 soldats russes qui sont morts en comptant absolument tout sur le front. Voilà. Donc deux médias russes indépendants, Mediazona et Medusa, ont travaillé avec un data scientist de l'université allemande de Tübingen pour analyser les données du gouvernement russe. Bon, faut savoir que depuis un an, il y a aussi la BBC qui travaille avec eux. Hein. Que se passe-t-il si l'Ukraine ne trouve plus de troupes? Sans davantage de soldats, les lignes défensives de l'Ukraine seront surchargées et plus vulnérables aux attaques russes, surtout si Moscou lance d'intenses assauts sur plusieurs fronts le long de la ligne de front de 1000 km. L'armée ukrainienne connaît une pénurie moyenne de personnel de 25% dans toutes les brigades selon les législateurs. En réalité, c'est beaucoup plus, bien évidemment. Les commandants militaires sont incapables de donner suffisamment de repos à leurs soldats et la Russie a récemment accéléré le rythme de ses attaques. Évidemment, la Russie aussi, elle, peut se permettre de faire des rotations, chose qui n'est plus possible depuis plus d'un an en Ukraine. En conséquence, les soldats sont fatigués et plus facilement blessés, ce qui exacerbe les effets de la pénurie. Le commandant militaire ukrainien a déclaré que 450 000 à 500 000 recrues supplémentaires seraient nécessaires pour la prochaine phase de la guerre. Ça vous montre à quel point c'est extrêmement grave. Je vous rappelle une dernière fois que l'Ukraine perd environ entre 30 et 35 000 hommes par mois, selon les rapports que je vous ai montrés. Rapport ukrainien et rapport de l'état-major français. Même si l'Ukraine réussissait à mobiliser ce nombre, ce qui est peu probable, elle ne serait toujours pas en mesure d'égaler la main-d'œuvre de la Russie qui compte plus de 3 fois la population de l'Ukraine. Alors, chiffre complètement ridicule, puisque au mieux la population de l'Ukraine est d'environ 30 millions d'habitants, alors que présentement la population de la Russie est de 148 millions de personnes. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus que 3 fois. Et oui, parce que eux, ils en sont encore à compter avec 43 millions. Donc voilà, donc ça c'était pour Associated Press. On va maintenant passer à un autre article. Alors là, très vite, on va surtout lire les titres. Là, de la BBC, et ça c'était au 12 février 2024. L'Ukraine épuisée peine à trouver de nouveaux hommes pour la ligne de front. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours en relation avec ce que je vous disais depuis le début de cette vidéo. C'est-à-dire que, bah, évidemment, déjà, ils ont plus d'hommes sur le terrain. Mais en plus, depuis plus de 2 ans, les hommes en âge de se battre, beaucoup ont pu fuir et sont allés dans d'autres pays. C'est pour ça que l'Ukraine veut les récupérer. Donc ces deux phénomènes mis ensemble, sans compter, bien évidemment, n'oublions pas les déserteurs, n'oublions pas les mutineries, n'oublions pas ceux qui font tout pour ne pas être recrutés, donc qui se terrent dans les villes et qui ne vont pas dans les rues pour éviter de se faire kidnapper par les recruteurs ukrainiens. Vous avez vu les images comme moi sur LCI ou d'autres chaînes, ou sur Telegram même, hein, c'est extrêmement connu. Donc tous ces phénomènes mis ensemble, tous ces facteurs ensemble font que évidemment l'Ukraine n'a quasiment plus d'hommes. Donc, et évidemment, tous ceux qui restent sur la ligne de front sont complètement démotivés, manquent de munitions, sont fatigués, ils sont complètement épuisés. Je le répète encore une fois, il n'y a aucune rotation depuis plus d'1 an en Ukraine, donc depuis très longtemps. Il y en a qui combattent depuis plus de 3 ans.
Et oui, parce qu'en fait, la guerre, elle a commencé bien avant en réalité. Je vous rappelle qu'il y a une guerre civile depuis fin 2014 en Ukraine, hein. Voilà, je le rappelle comme ça. Bon, concernant les hommes, on va finir sur un dernier article qui est très très fort, hein. C'est le Time Magazine, hein, le grand journal américain. Et là, on va pas lire tout l'article, mais regardez, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Carrément, carrément. Donc là, bon, alors là, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose, manque de munitions, manque d'hommes, le dernier paquet bah, ne fera strictement rien. Le time est très sombre, j'ai envie de vous dire, hein. On aurait pu penser que le dernier paquet positif allait être faire un changement d'avis dans certains médias. Bah non, il y en a. Bah, en fait, le Time est tellement prestigieux, hein, que bon, bah, ils sont obligés, ne serait-ce que pour leur crédibilité, de dire la vérité de temps en temps quand même. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le manque d'hommes en Ukraine. Là, on va regarder un tweet de Julian Robke, qui est le fameux journaliste rebelle du grand journal allemand Bild. Alors, je vous ai déjà montré un tweet ravageur qu'il avait fait la semaine dernière. Je vous l'ai montré dans mon dernier point sur l'Ukraine. Et ben là, il récidive. Donc, ce journaliste qui est pourtant ultra pro-Ukraine, mais qui n'hésite pas à dire la vérité. Donc, c'est vraiment un journaliste exceptionnel en ce sens. Donc, que dit-il dans son tweet? Tout l'argent américain, tout le soutien occidental, toutes les armes allemandes n'aideront pas si l'Ukraine ne mobilise pas 250 000 soldats au moins pour renforcer un front qui est déjà bien trop mince. Voilà, donc Rupke ajoute son propos, donc là il montre par des images bah, qui montrent les avancées russes. En tous les cas, voilà, alors ça c'est important, les troupes russes ont atteint Ocheretino. Alors ça c'est très important, on en parlera plus en avant dans la carte militaire, puisque là on peut dire que les Russes ont fait une petite percée, mais dans le sens vraie percée. Petite mais vraie percée. Donc ils ont avancé de plus de 6 km. Voilà, donc ça c'était la plus grande percée russe bah, depuis le début, on va dire, de cette guerre, quoi, au moment où évidemment les Russes, après, ont fait une retraite. On parle à partir de ce moment-là, bien sûr, pas quand ils ont envahi la moitié de l'Ukraine, hein, bien sûr. Voilà, donc c'était à signaler, c'est pour ça que Julian Robke l'a signalé ici. Donc voilà, donc peu importe le soutien des Occidentaux, on en revient toujours pareil. Que dit-il? Quel que soit l'argent, le soutien de munitions, d'armes, etc., ce qu'il manque, c'est des hommes. Et si ils ne mobilisent pas immédiatement 250 000 soldats sur le front, eh bien, bah, ça va être un énorme problème, sachant qu'on ne mobilise pas des soldats comme ça sur le front, hein. Parce que maintenant, les soldats aptes, quoi, de vrais soldats qui ont eu une formation, bah, sont déjà envoyés. Donc là, bah, faut prendre ces nouveaux futurs soldats et les former, hein. Ça a toujours été le problème ukrainien. Le problème, c'est que là, ils sont dans l'urgence. Ils sont dans l'urgence. Donc là, voici un article de Business Insider qui date du 11 avril 2024 et que dit-il? L'armée russe est désormais 15% plus nombreuse qu'au moment de l'invasion de l'Ukraine selon un général américain. L'armée russe s'est agrandie malgré les pertes subies lors de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré un général américain. Le général de l'armée américaine Christopher Cavoli a déclaré que l'armée russe est en réalité désormais plus grande de 15%. La Russie est en passe de commander la plus grande armée du continent, a déclaré Cavoli. Les forces armées russes se sont développées au lieu de diminuer au cours de la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi un haut général américain. L'armée est désormais plus nombreuse, de 15%,
qu'elle ne l'était lorsqu'elle a envahi l'Ukraine, a déclaré le général de l'armée américaine Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, lors d'une audition devant la commission des services armés de la Chambre des représentants. Au cours de l'année écoulée, la Russie a augmenté ses effectifs de première ligne de 360 000 à 470 000 hommes, a poursuivi Cavoli, ajoutant que ces chiffres renforcés provenaient du fait que la Russie avait augmenté l'âge de la conscription de 27 à 30 ans. Je tiens à souligner que, et alors là c'est assez rare pour le dire, qu'un commandant suprême des forces de l'OTAN donner des chiffres exacts, c'est étonnant, parce que ça correspond à ce que dit Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il y a environ 2 mois, a dit qu'il y avait 617 000 hommes en Ukraine, très exactement. 617 000 hommes en comptant tout le monde, hein. Les logisticiens, etc., les soldats, on compte tout le monde. Donc là, les effectifs de première ligne à 470 000 hommes, c'est 470 hommes, donc on parle de soldats qui, qui se battent ou qui peuvent se battre, hein, donc qui ont un fusil en main ou qui sont actifs sur le champ de bataille. Donc là, ça correspond parfaitement. Ajoutant que ces chiffres renforcés provenaient du fait que la Russie avait augmenté l'âge de la conscription de 27 à 30 ans. Selon Cavoli, cette augmentation signifie que la Russie a pu élargir le bassin de conscrits militaires disponibles de 2 millions, donc 2 millions de conscrits militaires possibles pour les années à venir. En résumé, la Russie est en passe de commander la plus grande armée du continent, a déclaré Cavoli dans sa déclaration d'ouverture au Congrès. Quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, la Russie sera plus grande, plus meurtrière et plus en colère contre l'Occident que lors de son invasion, a-t-il ajouté. Cet article est fort, hein, de Business Insider et comme je vous le dis à chaque semaine, voilà, à chaque semaine il y a de plus en plus de vérité dans les journaux, les grands journaux occidentaux. Ça commence à venir. Alors évidemment, dans les grands journaux occidentaux anglo-saxons, soyons précis, hein, vous verrez jamais ça dans un journal français, hein. Voilà, le seul journal français qui donnait des informations comme ça, c'est Marianne. Voilà, dont j'ai fait un point sur l'Ukraine spécial d'ailleurs. Mais c'est tout, hein. Donc la vérité commence à apparaître. Moi, je vous le dis depuis 1 an et demi maintenant que je vous dis tout cela. Parce que pour ceux qui étaient un minimum au courant, c'était une évidence. Tout du moins comment ça allait se finir, étant donné le complexe militaro-industriel de la Russie et du nombre de ses soldats, bien sûr. Là, on va regarder une vidéo très intéressante qui est un témoignage de Maria Berlinskaya, qui est responsable du Centre de reconnaissance aérienne d'Ukraine. Donc son témoignage porte sur les armes occidentales qu'elle reçoit et leur valeur réelle au combat. Donc elle va donner un témoignage vraiment extrêmement intéressant. Alors c'est sous-titré en anglais, mais c'est un mauvais anglais. Alors pardonnez-moi pour les traductions qui ne seront pas excellentes. Mais bon, j'espère que vous comprendrez le sens général tout du moins. Je vais faire de mon mieux, hein. Alors je ne veux pas offenser nos partenaires, mais la plupart de leurs systèmes se sont révélés mauvais. Pourquoi? Parce que seule une véritable guerre montre l'efficacité. Vous pouvez voler autant que vous voulez dans un entraînement conditionné au Texas et tirer. Mais ensuite, certains systèmes qui arrivent, et je ne les nommerai pas, sont ici, et quand on les utilise, ils tombent simplement du ciel. Donc là, évidemment, elle parle des drones et des missiles et des roquettes, je suppose. Pour les roquettes, je suis moins sûr, mais pour les missiles et les drones, c'est certain.
Donc là, elle dit, pour certains systèmes, bah, ils tombent juste du ciel, à cause de la guerre électronique russe. Certains obus n'atteignent pas, ainsi que certains missiles, leur but à cause de la suppression de leur système de navigation qui est mis hors d'état de service à cause des systèmes russes. Parce que les Russes, objectivement, ont les meilleurs systèmes de guerre électronique du monde. Alors pour les connaisseurs concernant les obus, là on parle évidemment des obus Excalibur, c'est-à-dire des obus américains extrêmement sophistiqués qui coûtent environ 110 000 $ et qui sont guidés par GPS. Alors voilà, ça c'était pour le petit côté technique. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo très intéressante de cette Maria Berlinskaya. Là, on va regarder deux petites vidéos, mais vraiment de quelques secondes chacune, où on voit dans la première vidéo l'avocat ukrainien Rostislav Kravets et dans la deuxième vidéo Aristovitch. Alors, Aristovitch, c'était l'ancien conseiller de Volodymyr Zelensky et le chef de la propagande ukrainienne. Donc, il a été aux côtés de Zelensky pendant plus d'1 an, c'est-à-dire du tout début de la guerre, hein, c'est un très proche de Zelensky, jusqu'à 1 an après l'invasion russe. Donc c'était un homme très important et il a retourné sa veste et il est devenu, on peut pas dire pro-russe, mais tout du moins presque, parce que là il a balancé dans plein de vidéos toutes les erreurs, les absurdités de l'armée ukrainienne, les erreurs de Zelensky, ainsi que la puissance de l'armée russe. Et je vous ai montré à plusieurs reprises des vidéos d'Aristovitch dans mes points sur l'Ukraine. Je vous en ai montré au moins 5 ou 6 d'Aristovitch. Donc lui, il disait la vérité, Aristovitch. Et pourtant, lui, il était au plus près du gouvernement ukrainien. Donc lui, là, l'avocat, il est nouveau, je ne le connaissais pas. En tous les cas, tous les deux disent qu'il y aurait plus de 100 000 déserteurs dans l'armée ukrainienne. Et on parle de véritables déserteurs, c'est-à-dire de soldats qui se battaient et qui ont arrêté de combattre et ont déserté. On parle de ça, hein. On ne parle pas de gens qui ont fui la mobilisation, qui eux se comptent par millions. Non, non, là on parle de véritables déserteurs. Donc on va voir ça, je vais vous traduire vite fait, ça va durer quelques secondes. Donc le nombre de personnes qui ont quitté les unités militaires sans permission sont d'environ plus de 100 000. C'est en réalité plus de 100 000 crimes. Voilà, donc maintenant on va passer à Aristovitch. Alors, est-ce que quelqu'un a essayé de parler sérieusement des plus de 100 000 déserteurs? Bon, voilà, ça c'était concernant les déserteurs. Alors là, c'est un article de The Guardian qui interviewe Dimitri Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Donc déjà le titre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclare que l'Occident doit renforcer sa défense alors que l'ère de la paix est terminée. Donc là déjà, bien sûr, Kuleba est complètement synchronisé avec les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire la guerre à tout prix, et alors que c'est son propre peuple, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Bien évidemment, alors je ne vais pas vous lire tout l'article, mais juste le plus intéressant. Il a déclaré que le rétablissement de l'aide militaire américaine, retardé depuis des mois, en réalité depuis 6 mois, par les républicains alignés sur Donald Trump, ne suffirait pas à vaincre la Russie. Aucun paquet ne peut arrêter les Russes. Ce qui arrêtera les Russes, c'est un front uni de toute l'Ukraine et de tous ses partenaires.
Vous imaginez, lui, c'est aucun paquet ne peut arrêter les Russes, c'est-à-dire rien de militaire ne peut arrêter les Russes. Ce qui les arrêtera, c'est un front uni de toute l'Ukraine. Alors un front uni de toute l'Ukraine, je vous ai montré déjà beaucoup d'articles pour vous montrer que lors du début de l'invasion russe, il y a eu environ 650 000, 850 000 hommes, je dis bien hommes, pour éviter d'être mobilisés, qui ont fui dans d'autres pays. Et ça, c'était début 2022. Après, ben, il y a eu des millions au final, le temps a passé, en plus de 2 ans, qui ont fui, sans compter les déserteurs, sans compter les mutineries qui se multiplient. Donc vous mettez tout ça, un front uni, non. En gros, il y a peut-être la moitié des Ukrainiens, hommes, hein, j'entends bien hommes, ne veulent plus aller se battre pour l'Ukraine. Hein. Évidemment, plus aucune motivation, aucun espoir de victoire à l'horizon. Aller se battre pour quoi? Pour quel résultat? Et lui, il espère un front uni, et c'est la seule manière pour l'Ukraine d'arrêter les Russes, d'après lui. Voilà. Et un front uni de tous ses partenaires, bien sûr. Alors c'est là qu'on va rigoler, parce que déjà l'Allemagne et même la grande partie de toute l'Europe a commencé à presque plus rien donner à l'Ukraine. Je dis bien presque plus rien. Et l'Allemagne en tête de pont, hein, parce que l'Allemagne a fait beaucoup de déclarations, mais elle donne rien, pour ainsi dire rien. Elle donne de l'argent, mais c'est tout. Donc même en armement, il n'y a plus rien dans l'Union européenne. Donc là, ils grattent les fonds tiroirs pour donner quelques babioles. Ils comptaient surtout sur les Américains. Et le problème, c'est que les Américains comptaient surtout sur l'Union européenne. Donc là, les Américains prennent le gros de l'argent qui devait aller à l'Ukraine pour renflouer les stocks américains. Et ce sera quand les stocks américains seront renfloués que là, ils redonneront à l'Ukraine. En attendant, on va le voir, ils vont donner quelques miettes à l'Ukraine. Je vais vous montrer la liste. Vous allez voir, c'est à mourir de rire. Alors voici la liste officielle du matériel militaire envoyé officiellement par les États-Unis à l'Ukraine. Alors première chose qui saute aux yeux, il n'y a pas le nombre. Voilà. Alors déjà, ça sent mauvais. Parce que d'habitude, ils mettaient le nombre. Avant, bon, il y a bien longtemps, certes. Mais avant, il y avait toujours le nombre de ce qu'ils envoyaient. Maintenant, il n'y a plus le nombre. Donc, s'ils ne mettent plus le nombre, ça veut dire qu'évidemment, les quantités sont très faibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, quelques missiles antiaériens, évidemment, pas de patriotes. Ce serait trop beau pour les Ukrainiens. Des Stinger, des HIMARS. Les HIMARS, ça sert plus à rien en Ukraine, puisque plus de 80% des HIMARS sont arrêtés par la guerre électronique russe, par les brouilleurs russes. Donc les HIMARS, c'est ce qu'il y a de mieux arrêté par les Russes avec les drones ukrainiens. C'est ce qu'il y a de plus facile à arrêter pour les Russes. On a bon, des obus de 155 mm, donc la base des obus d'artillerie, des petits obus d'artillerie de 105 mm. On a des Bradley, mais ce sont des vieux Bradley. Il faut espérer pour les Ukrainiens que les Américains ont fait la maintenance des Bradley, puisque les Bradley demandent beaucoup de maintenance. Ce sont des bons véhicules de combat, hein, ça c'est sûr, mais ça demande beaucoup de maintenance. Il y a des pièces à changer. Ils sont relativement fragiles. Donc il y a une grosse logistique sur les Bradley, il faut le savoir. Bon, bah, des véhicules de base, militaires, des javelines, anti-tank, bon voilà. Mais bon, dans la liste, on voit pas de chars. Voilà, il n'y en aura pas d'envoyés, il n'y a pas de F-16. Voilà, donc voilà, ce qu'attendent vraiment les Ukrainiens, bon, à part les obus, bah, c'est des chars, des véhicules blindés, certes, comme les Bradley. Mais les Bradley, les États-Unis en ont donné tellement, bah, ils en ont plus, quasiment plus.
On parle tout du moins de versions qui soient pas trop anciennes, tout du moins, ils en ont quasiment plus. Donc là, ils ont donné que leur vieux Bradley. Bon, bref, quand les Ukrainiens vont recevoir ça, ben, ils vont être extrêmement déçus. Surtout qu'on n'a même pas la quantité, hein. Voilà. Et on attend toujours les F-16, bien sûr. On attend toujours de nouveaux systèmes patriotes. Alors là, j'ai entendu dire que l'Allemagne serait prêt à donner un seul système patriote. On verra si vraiment ça arrive vraiment en Ukraine. Mais en gros, vous voyez un petit peu, donc ça ne changera pas la donne très clairement. Alors là, on va voir un extrait d'une vidéo du Wall Street Journal qui vous parle du nouveau coût des obus de 155 mm et vous allez voir que les coûts ont encore augmenté. Donc là, on est bien au-delà des 6 000 $ dont je vous avais parlé dans le dernier point sur l'Ukraine. Là, on atteint maintenant les 8 400 $. Et oui, plus les mois passent, plus le prix des obus augmente parce que évidemment le coût des matières premières a largement augmenté et le coût énergétique a aussi largement augmenté. En plus de cela, cerise sur le gâteau, les vendeurs donc qui vendent ce type d'obus de 155 mm savent très bien qu'il y a rareté, et comme il y a rareté, eh bien les coûts explosent bien évidemment, et ils en profitent. Et oui, les vendeurs en profitent pour se faire une plus grande marge, puisqu'ils savent très bien de toute manière qu'ils vont vendre leurs obus aux Occidentaux, en particulier à l'Union européenne et aux États-Unis, qui en achèteront à n'importe quel prix. Voilà, donc je vous laisse voir cet extrait. Since the war in Ukraine broke out, the price for standard 155mm shells has gone up from about $2,100 to $8,400 apiece, according to NATO officials. This is still much cheaper than missiles which can cost millions of dollars, like the Storm Shadow missiles used in Ukraine. NATO estimates that Russia fires up to 30,000 artillery rounds per day, 5 times more than what Ukraine can respond with. Là, on va parler d'un événement relativement important en Russie, c'est-à-dire l'arrestation du vice-ministre de la Défense Timur Ivanov, c'est-à-dire lui, ainsi que quelques-uns de ses subordonnés. Donc ils ont été arrêtés, et surtout lui, pour corruption. Et vous voyez que derrière la verrière, donc dans la cour de justice, ils l'ont mis en uniforme. Alors évidemment, cet homme qui faisait partie du ministère de la Défense russe, qui avait un poste très élevé, hein, et qui était d'ailleurs un ami du porte-parole du Kremlin, hein, Dimitri Peskov en plus, eh bien cet homme-là, donc derrière la verrière de la cour de justice, est en uniforme pour bien montrer que peu importe le rang, le Kremlin peut arrêter n'importe qui si cette personne-là est accusée de corruption. C'est-à-dire que nul n'échappe à la justice en Russie. Tout du moins, c'est le message que le Kremlin a voulu faire passer en lui mettant son uniforme entre guillemets de travail. Hein, n'oublions pas que c'était le vice-ministre de la Défense, hein, Ivanov. Donc voilà, donc ça c'est pour montrer que nul n'est à l'abri. Surtout que c'est pas la première fois, puisque Vladimir Poutine a déjà arrêté de véritables oligarques à l'époque, donc c'était il y a bien des années. Maintenant, on peut dire qu'il y a quasiment plus d'oligarques. Vladimir Poutine a fait le ménage. Évidemment, il y a des milliardaires russes qui sont à la tête de grandes industries, mais de véritables oligarques, il y en a quasiment plus, ou plus, puisque Vladimir Poutine les déteste, et donc avait fait le ménage il y a déjà quelques années de cela. Enfin bref, donc c'est quand même un événement en Russie, bien sûr. Là, on a un article de Forbes qui nous dit les troupes russes de guerre électronique ont détruit 90% des drones ukrainiens. Et là, on vous dit un système de brouillage Pôle 21 de l'armée russe.
Vous voyez là c'est un exemple, parce qu'on ne voit pas tout, hein, mais on voit un exemple de système de brouillage différent permettant de brouiller à peu près n'importe quoi qui utilise un GPS, par exemple. Donc là, on voit que la puissance russe sur le terrain, au final, c'est surtout la puissance concernant le brouillage électronique, hein. C'est ça qui fait vraiment la grande puissance russe en ce moment sur le terrain. Autre article, on a de International Reporters, donc les reporters internationaux du 4 avril. L'Ukraine use de menaces et de chantage sur des enfants pour leur faire commettre des crimes. J'ai trouvé ça très original comme article, hein, on n'entend pas vraiment parler de ça. Là, on lit une adolescente de la République populaire de Donetsk dont le père a été récemment capturé par les forces armées ukrainiennes sur le front, nous a raconté comment l'Ukraine, usant de chantage et de menaces contre son père, veut la forcer à donner des informations et fait pression sur elle pour qu'elle commette des crimes. Tout commence pour Elisaveta et sa mère Anastasia par une longue attente angoissante. Après un appel du père d'Elisaveta, qui sert dans l'armée russe, le 8 mars, elle et sa mère se retrouvent sans nouvelles de lui, malgré les mots rassurants du commandant qui assure que tout va bien. Puis le 26 mars 2024, c'est l'horreur. Elisaveta est appelée par un inconnu, dénommé Andrei, qui dit faire partie des forces armées ukrainiennes. L'homme explique à la jeune fille que son père a été fait prisonnier, qu'il est vivant et en bonne santé, en tout cas pour l'instant. Car si la jeune fille veut que la situation de son père ne s'aggrave pas, elle doit fournir aux soldats ukrainiens un certain nombre d'informations. Une photo de son passeport, son adresse, les lieux qu'elle fréquente, les organisations dont elle fait partie, la liste des activistes qui en font partie, etc. Au départ, totalement paniquée par la situation et paralysée par la peur, la jeune fille comprend que les informations que les Ukrainiens lui demandent serviront à pouvoir la menacer ainsi que ses proches pour qu'elle travaille dans l'intérêt de Kiev et trahisse sa patrie et les siens. Les activistes de l'organisation dont elle fait partie pourraient devenir des cibles d'assassinat comme ceux qui ont frappé Dalia Dugina ou Vladen Tatalski si les Ukrainiens en obtenaient la liste. Il demande aussi si elle a d'autres proches que son père qui servent dans l'armée. Il n'est pas difficile de comprendre que ses proches pourraient devenir des cibles pour Kiev, où Elisaveta pourrait être poussée à les espionner ou les questionner pour obtenir des informations militaires secrètes qu'elle transmettra à l'Ukraine, ce qui pourrait mener à des bombardements d'installations militaires et la mort de soldats russes. Bon, là vous voyez c'est un petit peu long, on va pas tout lire, mais bon bref, vous voyez là le côté obscur du gouvernement ukrainien qui est absolument capable de tout. Là, on a relaté l'histoire de Dalia Dugina et Tatalski, dont je vous ai parlé des dizaines de fois dans les points sur l'Ukraine, donc les actes terroristes odieux, le gouvernement ukrainien connaît bien, malheureusement, donc pour moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Là, je voulais vous montrer un article du New York Times, mais précisément un paragraphe en particulier. Je ne vais pas vous parler de l'article en lui-même, puisque l'article en lui-même, en gros, c'est la désillusion de la nouvelle technologie américaine qui a été apportée en Ukraine. Donc c'est en Ukraine, la nouvelle technologie américaine l'a emporté. Donc c'est-à-dire les chars Abrams, les attaques MS, les HIMARS, les drones, le futur F-16 qui devrait arriver. Voilà, là il parle de ça jusqu'à ce qu'il soit dépassé. Donc évidemment, là ils sont obligés de dire la vérité, c'est-à-dire que la technologie américaine n'a absolument rien fait. Et là, il parle du projet Maven, qui est censé révolutionner la guerre moderne. Alors l'article qui est très 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 long parle de Maven, c'est un projet américain qui a été inventé par Google, qui est l'analyse des cibles par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire exactement le même projet que s'est lancé Israël quand ils ont bombardé Gaza.
Donc expérimentalement, les Israéliens ont fait les bombardements grâce à l'analyse de l'intelligence artificielle. Donc c'était pas un homme qui décidait de bombarder tel ou tel building à Gaza, mais l'intelligence artificielle. Alors, ça ne s'est fait que pour une portion de Gaza, c'est expérimental, mais en tous les cas, les Israéliens sont à fond là-dedans. Les États-Unis, pareil avec le projet Maven, pour simplifier la tâche des Ukrainiens. Donc encore une fois, c'est Google hein, qui fait cela avec ses petites mains, le projet Maven. Projet Maven qui a été mis de côté temporairement, hein, ils vont l'améliorer hein, puisque ça a échoué pour l'Ukraine, exactement comme ça a échoué à Gaza avec Israël. Mais encore une fois, c'est pas de cela que je voulais vous parler. Hein, un projet américain de Google qui échoue. Parce que oui, Google est devenu... alors ça, c'est la grosse information. Hein. Google est devenu comme Lockheed Martin ou Raytheon ou Boeing. C'est-à-dire, c'est devenu un acteur intégré au département de la défense américaine. Hein. Voilà, Google maintenant voilà, fait partie de la défense du département de la défense américain. Donc il travaille à des projets militaires hein, maintenant Google. Voilà, je voulais surtout vous montrer ce paragraphe. Au fur et à mesure que les deux hommes parlaient, il est devenu évident que les Américains en savaient plus que le général ukrainien sur l'emplacement des troupes ukrainiennes. Ça, c'est le New York Times qui montre, regardez, la technologie américaine, les avions espions, les satellites, avec tout ça, tout ce qu'on a comme moyen, on en sait plus que le général ukrainien sur ses propres troupes. Voilà. L'Ukrainien, donc le général, était certain que ses forces avaient repris une ville aux Russes. Une ville, hein, il était certain que ses forces ukrainiennes avaient repris une ville aux Russes. Les renseignements américains ont suggéré le contraire. Lorsque le responsable américain lui a suggéré d'appeler l'un de ses commandants sur le terrain, le général ukrainien a découvert que l'Américain avait raison. L'Ukrainien était impressionné et en colère. Les forces américaines devraient combattre aux côtés des Ukrainiens, a-t-il déclaré. Le général ukrainien, c'est lui qui dit ça. Vous voyez, là c'est pour vous montrer, bon c'est un petit encart vantard, de la puissance américaine face au pauvre général ukrainien qui doit absolument laisser tout entre les mains des Américains, parce que il n'y a que les Américains qui savent de quoi ils parlent, et le pauvre général ukrainien, lui, il sait pas trop. Bon, là apparemment c'était le cas, puisque le général ukrainien a avoué. Mais imaginez-vous, là c'est un cas particulier, imaginez-vous pour tous les autres cas. Où vous voyez, là ce général était persuadé qu'ils avaient repris la ville aux Russes. En fin de compte c'est faux, c'est l'inverse. Donc vous voyez toutes les informations que donnent les généraux russes, pardon, excusez-moi, les généraux ukrainiens aux médias ukrainiens qui sont ensuite repris par les médias occidentaux du monde entier. Eh bien, ils sont repris tels quels. Mais vous voyez, là, c'est une erreur journalistique, un accident journalistique. Là, on voit que bon, bah, l'Ukraine s'est trompée, mais dans les grandes largeurs. Heureusement, les Américains étaient là pour lui dire non, non, ta ville, tu n'as rien repris du tout, c'est les Russes qui ont repris. Donc voilà. Donc, et pourtant, c'est un exemple parmi des centaines d'autres où là, il se trouve que l'Américain lui a mis sous le nez son erreur, mais toutes les autres fois où les médias occidentaux reprennent tout ce que disent bah, les généraux ukrainiens, et oui, qui remontent à leur gouvernement, bien évidemment. Donc vous voyez les fausses informations, comment elles circulent. Voilà, bah là c'est typique. Alors ça c'est un cas d'école, mais à mon avis on peut le généraliser. Hein. Et quasiment à tout, comme je vous l'ai démontré à maintes reprises dans mes points sur l'Ukraine. Alors là, on a encore un accident journalistique. Alors là, je vous montre un journal ukrainien que je ne connaissais pas, qui s'appelle Suspilnie Noviny. Et
j'ai été étonné, vraiment étonné. Alors encore une fois, je le répète, hein, renseignez-vous si vous le voulez, vérifiez si vous le voulez, mais c'est un journal ukrainien. Et que lit-on? Vitesse hypersonique, lancée à la fois depuis le sol et depuis des navires. Que sait-on du missile russe Zircon? Ah ah ah! Et là, regardez ça. Dans la matinée du 25 mars, la Russie a tiré 2 missiles sur Kiev depuis le territoire de la Crimée, temporairement occupé. Le commandement de l'armée de l'air n'a pas précisé leur type, mais selon la publication militaire Defense Express, il s'agissait des derniers missiles russes Zircon, donc les missiles hypersoniques. L'utilisation de roquettes de ce type a également été confirmée par les sources du public. De quel type d'armes s'agit-il? D'où sont lancés ces missiles et combien d'entre eux sont susceptibles d'être présents en Russie, rapporte Souspilny. Le 25 mars, vers 10h30, 2 missiles balistiques ont été détruits au-dessus de Kiev. Le centre du commandement aérien a rapporté qu'il se déplaçait à une vitesse hypersonique jusqu'à 9000 km/h et volait à une altitude allant jusqu'à 40 km. En raison de la vitesse des fusées, l'intervalle entre l'annonce de l'alerte aérienne et les explosions dans la capitale était court, moins d'une minute. Selon la publication Defense Express, il s'agissait de missiles russes Zircon, les plus modernes. Ils étaient censés être mis en service en 2022, mais dès janvier 2024, la Fédération de Russie a signalé que ce ne s'était pas encore produit. Donc là, regardez l'erreur. L'erreur, ce sont des journalistes, hein, c'est pas des scientifiques, des ingénieurs ou des spécialistes de l'armement. Là, regardez, ils disent 2 missiles balistiques ont été détruits au-dessus de Kiev. Donc là, le gouvernement de Kiev dit qu'ils ont détruit 2 missiles hypersoniques Zircon grâce au système Patriot. Cela n'a pas été confirmé par le Pentagone, ce sont juste les Ukrainiens qui disent ça. Mais il n'y a qu'un petit problème, c'est que là, le journaliste aurait dû s'arrêter là. Puisque là, il confirme qu'il se déplaçait à une vitesse hypersonique, c'est-à-dire de 9000 km/h à une altitude allant jusqu'à 40 km. Bon, le fait qu'il confirme que le missile Zircon allait à 9000 km/h, déjà prouve que les Russes ont bien un véritable missile hypersonique. Déjà. Et deuxièmement, si le missile se déplaçait à 9000 km/h, ce qui est le cas puisque ça a même été confirmé par le centre du commandement aérien ukrainien. Et dans ces cas-là, il aurait été strictement impossible qu'un missile Patriot puisse l'arrêter. Impossible. Donc là, le problème, c'est qu'ils ont voulu jouer les vantards en disant hey, on a arrêté un missile hypersonique qui va à 9000 km/h. Le problème, c'est que le Pentagone a toujours dit, depuis que Vladimir Poutine a fait son annonce en 2018, en disant que voilà, ça allait vers entre Mach 8 et Mach 10, ces missiles Zircon, eh bien, le Pentagone a toujours dit que si c'était vrai, il n'y avait aucun système au monde qui était capable d'arrêter ces missiles-là. Et le Pentagone avait ajouté qu'aucun système au monde ne pouvait arrêter un vrai missile hypersonique. Donc, et encore moins les Patriotes, puisque les Patriotes ne sont pas du tout faits pour ça. Les Patriotes n'ont pas été conçus pour arrêter des missiles hypersoniques, bien évidemment, parce que même le PAC-3, les PAC-3 sont des vieux missiles. Les PAC-2 sont de très vieux missiles. Donc voilà, il faut pas l'oublier, hein. Les seuls missiles connus capables d'arrêter les missiles hypersoniques, c'est le système S-500 russe. Voilà, donc c'est le seul, bon, officiellement, c'est ce que disent les Russes. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais peu importe. Donc les Ukrainiens viennent de confirmer que les Russes ont bien des missiles hypersoniques. Ils ont mesuré la vitesse à 9000 km/h, donc c'est du Mach 9 à peu près,
à peu près, hein, grosso modo, du Mach 9. Donc il aurait été strictement impossible qu'un patriote ait pu les arrêter. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Sauf que comme ce ne sont pas des connaisseurs, ceux qui rédigent cela, eh bien ils ont fait un accident journalistique. Voilà, que rajouter de plus à part de dire que, bien évidemment, aucun système patriote n'a jamais arrêté un missile hypersonique, comme je vous le dis depuis, on va dire, une bonne année déjà. Hein, parce que, évidemment, sur Kiev, même le Pentagone a dû admettre que son système avait été abîmé à Kiev, hein, par un missile hypersonique, mais simplement abîmé, hein, pas détruit. Hein. Voilà, donc ce qui prouve que le missile hypersonique n'a donc pas été détruit par les systèmes patriotes à Kiev, qu'il a bien touché leur système patriote, sauf que le Pentagone a précisé que ça avait juste abîmé le système sans le détruire. Voilà, et bien là on en a la confirmation accidentelle par les Ukrainiens et exactement par le centre du commandement aérien ukrainien. C'était intéressant à souligner. Alors là, on va regarder un article du New York Times qui dit « L'Ukraine pourrait utiliser de nouvelles armes pour frapper des cibles russes en Crimée, selon le Pentagone. L'objectif d'une récente livraison d'ATACMS, un système de missiles à longue portée très convoité, est d'exercer davantage de pression sur les forces russes dans les régions orientales de l'Ukraine occupée, en gros de la Crimée, hein, parce que c'est ça. Hein. Alors, les livraisons des ATACMS, ça m'a fait un peu rire, puisque ça fait déjà un moment qu'ils ont des attaques MS. Il y a la base militaire de Jankoï au nord-est de la Crimée qui a été touchée par 12 attaques MS il y a peu de temps. Dans le précédent point sur l'Ukraine, je vous en avais parlé. Sur les 12, il y en a 10 qui ont été arrêtés, ça a fait très peu de dégâts. Alors je vous rappelle que les États-Unis ont construit en tout et pour tout 4000 attaques MS. Voilà, donc ce sont de très vieux missiles, des bons missiles, mais de vieux missiles, et ça fait des années et des années qu'ils ont arrêté de les fabriquer. D'ailleurs, ils n'ont plus d'usine pour fabriquer des attaques MS, ils sont obligés de faire avec leur stock. Donc je le répète, ils en ont construit 4000 en tout et pour tout. Bon, évidemment, ils en ont déjà utilisé, et il y a deux types d'attaques MS, il y a ceux qui peuvent avoir une portée de 160 km et les autres qui ont une portée de 305 km. Exactement. Donc, alors là, peut-être, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils ont donné depuis le début une grosse partie de leur attaque MS, incluant ceux de 305 km? Je ne le sais pas. À mon avis, je ne le pense pas. Ils ont dû avoir donné ceux de 160 km. Et là, peut-être que là, maintenant, ils fournissent ceux de 305 km de portée. Voilà. Alors, les États-Unis ont dit au monde entier qu'ils ont ordonné aux Ukrainiens de ne surtout pas utiliser les attaques MS de longue portée sur le territoire russe, mais uniquement à l'intérieur de l'Ukraine. Ça inclut la Crimée, bien sûr. Donc, peut-être que les Ukrainiens vont se sentir des ailes poussées s'ils ont, je ne sais pas, une centaine d'attaques MS par exemple, ou quelques dizaines, et peut-être vont-ils avec ça vouloir détruire une partie, le pont de Kertch, c'est-à-dire le pont de Crimée. Voilà, ça va être purement symbolique puisque le pont de Crimée n'est plus utilisé par les Russes pour la logistique militaire. Il ne passe plus par le pont de Crimée. Donc ce serait uniquement, même s'ils arrivaient à détruire une partie du pont, ce serait uniquement symbolique. Voilà, uniquement. Je tenais à le souligner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques MS. Alors là, dans cet article d'Associated Press, on voit l'Ukraine retire les chars Abrams fournis par les États-Unis du front face aux menaces des drones. Alors, il faut savoir que les États-Unis ont donné 31 chars M1A1, c'est-à-dire les vieux chars du début des années 90, ceux qui étaient en Irak. Ils en ont donné 31 à l'Ukraine.
5 ont été détruits par des drones russes déjà, parce qu'ils sont très fragiles à l'arrière, les Abrams M1. Ils sont très fragiles à l'arrière, donc côté réservoir essence. Et donc il y en a 5 qui ont déjà été détruits. Et là, les Ukrainiens, ils les ont retirés du champ de bataille, puisqu'ils les ont trouvés beaucoup trop fragiles. Et bon, un char Abrams M1 vaut environ 10 millions de dollars. Le fait qu'il soit anéanti par un drone de quelques milliers de dollars, bah, c'est ennuyant. Donc au final, comme en plus c'est un cauchemar logistique, les Ukrainiens ont décidé de ne plus utiliser les chars Abrams. Alors je vous raconte pas la réputation à l'international des Américains concernant leurs chars. Donc leur char va aller au musée, comme les Léopard 2. Il y a eu tellement de chars Léopard 2 détruits par les drones, principalement Lancet 3, que pareil, les Ukrainiens ont décidé de ne plus les utiliser tout simplement. Et les Challenger 2, ben là, il y a eu carrément un ordre du ministre de la Défense anglais qui a dit aux Ukrainiens de ne surtout pas utiliser les Challenger 2 sur le front parce que en fait, ils craignaient pour leur réputation. Bon, malheureusement, bah, les Challenger 2, il y en a eu 2 détruits. Et après, bon, bah, les Ukrainiens les ont plus utilisés. Ils ont utilisé d'autres chars, des chars polonais, des vieux chars polonais, tchèques, bref, des chars soviétiques du style T-72 et pour les meilleurs des T-80. Voilà ce qu'utilisent principalement les Ukrainiens maintenant, puisque aussi bien les Allemands que les Anglais ont dit bon bah arrêtez parce que nous notre réputation à l'international en a pris un coup, on va plus pouvoir vendre. Alors maintenant prenez vos chars et ça ira très bien. Là on va regarder 4 articles d'affilée sur la Suisse dont je vous en avais parlé la semaine dernière pour vous dire qu'elle avait perdu sa neutralité étant donné les actions anti-russes qu'elle avait prises. Donc là, que lit-on dans Swiss Info? La Suisse subit des pressions pour renforcer les sanctions contre la Russie. Là, dans le Washington Post, en sanctionnant la Russie, la Suisse rompt avec une longue tradition de neutralité. Dans NPR, la Suisse adhère aux sanctions contre la Russie, mais affirme rester juridiquement neutre. Ça, c'était en mars 2022. Donc vous voyez, là, c'est un ancien article. Mais vous voyez, la Suisse adhère aux sanctions, mais affirme rester juridiquement neutre. Ça, c'est fini. C'était en 2022, maintenant c'est fini. Dans The Press United, la Suisse neutre, entre guillemets, bloque 14 milliards de dollars d'actifs. Vous voyez? Donc là, la Suisse n'est plus neutre et elle est devenue ennemie de la Russie, comme je viens de vous le démontrer ici. C'est un tournant majeur à l'image de la Finlande et de la Suède. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la Suisse, la Finlande et la Suède ont mis de côté leur neutralité légendaire. Maintenant, on peut les considérer comme pro-OTAN. Ça y est, ils sont tous dans le giron américain. Et une fois qu'on y est, on n'en sort plus. Et il n'y a pas de retour en arrière, bien évidemment. C'est très malheureux pour ces 3 pays-là qui viennent de perdre d'un coup leur neutralité légendaire, mais aussi au passage leur souveraineté. On va finir les informations générales avec un dernier article de Reuters qui dit au 26 avril à Pékin, Blinken confronte la Chine sur le fait qu'elle alimente la guerre de la Russie. Sachant que c'était le 2e voyage d'Anthony Blinken en Chine. Le précédent voyage datait de peu de temps, hein, donc c'est presque 2 voyages d'affilée en peu de temps. Donc les États-Unis sont vraiment en panique, hein, parce que pour que Blinken en peu de temps fasse 2 voyages en Chine, alors d'abord le premier voyage en Chine c'était surtout pour demander à la Chine qu'elle veuille bien dire à la Russie que la Russie retire ses troupes d'Ukraine parce qu'elle viole les lois internationales,
nanana, comme la Chine, c'est quelqu'un qui respecte parfaitement les lois internationales, eh bien, nous, les États-Unis, on vous demande de dire à la Russie qu'elle respecte elle aussi les lois internationales. Bon, il était venu, premier voyage, pour dire ça. Évidemment, c'était complètement ridicule et grotesque comme demande. Mais bon, il l'a fait quand même. Et là, deuxième voyage à Pékin, alors là, carrément, pour dire à la Chine d'arrêter d'aider la Russie à continuer la guerre. C'est fort quand même comme demande, hein. C'est fort en bêtise, hein, bien entendu, parce que c'est de la pure bêtise, hein. Donc là, que lit-on? Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait part vendredi de ses inquiétudes quant au soutien de la Chine à l'armée russe, l'un des nombreux problèmes qui menacent de nuire à la récente amélioration des relations entre les plus grandes économies mondiales. Blinken a soulevé la question lors d'un entretien de 5h30 avec le plus haut diplomate chinois Wang Yi. Wang Yi, c'est une légende, hein, dans la diplomatie. Bon, il n'est pas au niveau de Lavrov. Lavrov est imbattable, hein. Lui, il est numéro 1 mondial, puisque même les États-Unis et l'Ukraine reconnaissent que Lavrov est un excellent diplomate. Wang Yi, personne ne le dit, mais Wang Yi est reconnu comme un des meilleurs. Le dernier contact de haut niveau entre les pays qui ont apaisé l'acrimonie de l'année dernière. Non, ça n'a rien apaisé de l'acrimonie de l'année dernière. J'ai réitéré notre sérieuse inquiétude quant au fait que la RPC, donc la République de Chine, la République populaire de Chine, fournisse des composants qui alimentent la guerre d'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse à la fin de sa visite vendredi, en utilisant le nom officiel de la Chine. Bah oui, bon, ça c'est évident. La Chine est le premier fournisseur de machines-outils, de microélectronique, de nitrocellulose. Ça sert pour la poudre des obus, qui est essentielle à la fabrication de munitions et de propulseurs pour fusées et d'autres articles à double usage que Moscou utilise pour renforcer sa base industrielle de défense. Donc vous vous rendez compte, il ose aller en Chine demander ça à Xi Jinping, comme si Anthony Blinken était né de la dernière pluie. Comme si il ne savait pas que Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient fait un partenariat sans limite. Ça, ce sont les termes officiels. Un partenariat sans limite. Que, en plus, ils ont montré à la face du monde et à plusieurs reprises que Poutine et Xi Jinping se considèrent comme de grands amis. Et enfin, cerise sur le gâteau, le ministre de la Défense chinois avait déclaré au monde que la Chine serait un allié pour la Russie concernant la guerre en Ukraine. Et ça avait été dit officiellement par le ministre de la Défense chinois. Comment peut-il oser faire ça? Donc, encore une fois, les États-Unis se tirent une balle dans le pied en faisant ça, en faisant cette demande totalement grotesque à la Chine. La Chine, déjà, elle a reçu Anthony Blinken avec un très grand froid, déjà, parce qu'il savait, évidemment, il savait à l'avance de quoi Anthony Blinken allait parler. Donc, Anthony Blinken a été reçu avec le minimum d'honneur, hein, pas de tapis rouge, rien, hein. C'était un des hauts responsables du tourisme qui est venu le recevoir au bas de son avion, Anthony Blinken. Donc vous voyez, bon, ça c'était la petite pique indirecte chinoise. Donc voilà, déjà Anthony Blinken est dans le déshonneur déjà. Et en plus, il se fait humilier. Et il se fait doublement humilier parce que évidemment Xi Jinping l'a remis à sa place en disant que la Chine ne cherchait qu'un partenaire à qui devait avoir confiance, que la confiance devait être réciproque, que le monde était assez grand pour les États-Unis et la Chine, et que le marché était assez grand pour qu'il soit partagé entre la Chine et les États-Unis. Donc ça, c'était des paroles sages, typiquement chinoises, de Xi Jinping et Anthony Blinken.
Et Anthony Blinken, lui, non, buté et obstiné, non, lui, il veut que la Chine arrête d'aider la Russie. Ce qui est complètement grotesque. Voilà, bon, en gros, c'est de la diplomatie américaine habituelle, c'est-à-dire du niveau de zéro, exactement comme diplomatie française ou allemande ou anglaise. Ce genre de diplomatie au ras des pâquerettes, alors qu'il y a de cela une vingtaine d'années, la diplomatie européenne était assez bonne, hein. Mais depuis une vingtaine d'années, elle s'est complètement écroulée. La diplomatie américaine n'a jamais été bonne, hein. Ça a toujours été la loi du plus fort, c'est du chantage et de la menace. Ça a toujours été comme ça avec les Américains. Et j'en finis là, on va passer à la conclusion. Alors, nous avons cette fameuse percée russe d'un peu plus de 6 km, qui est vraiment la grande nouvelle de la semaine, tout du moins pour les Russes. Alors, est-ce que cela préfigure d'autres percées futures? Nous verrons bien, mais en tous les cas, c'est un signe qui montre que, ben, évidemment, les défenses ukrainiennes s'amenuisent de jour en jour, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc, nulle surprise, il fallait bien que cela apparaisse un jour. Alors, est-ce le signe avant-coureur de la fameuse grande offensive attendue de tous? Alors, on ne sait pas, en juin, en juillet, on ne sait pas. Et peut-être qu'il n'y en aura-t-il pas. Connaissant les Russes, maintenant, on peut s'attendre à tout. C'est-à-dire, vont-ils faire la guerre d'attrition à l'extrême? C'est-à-dire prendre les oblasts qu'ils veulent par grignotage sans jamais faire de grande offensive? Je ne crois pas personnellement à cette option-là militaire. À un moment donné, faudra bien faire une grande offensive. Ce n'est que mon opinion, peut-être que je me trompe. Mais en tous les cas, il faut toujours garder en tête que cette opération militaire spéciale russe coûte extrêmement cher à la Russie. Même s'ils ont le temps pour eux, je le répète, cela coûte quand même très très cher à la Russie. Et évidemment, si la guerre continue pour côté russe, cela veut dire continuer les rotations, car les Russes, eux, font des rotations, contrairement aux Ukrainiens qui n'en font plus depuis environ un an. Donc les rotations, à chaque fois qu'il y en a une, l'armée est en position de faiblesse. Certes, là, ils sont beaucoup plus tranquilles, ils ne craignent plus, comme l'année dernière, il y a environ 13 ou 14 mois, ils ne craignent plus de petites offensives ukrainiennes à chaque fois qu'ils faisaient une rotation. Là, ils sont un peu plus tranquilles, mais encore une fois, n'oublions jamais le côté économique de la guerre. N'oublions pas que cela coûte une fortune à la Russie, principalement en drones et en missiles. Donc gardons toujours cela à l'esprit. Ensuite, pourquoi il faut une grosse offensive? C'est parce que les Russes, s'ils sont prévoyants, doivent s'attendre peut-être à une sorte de réveil euh, à cause de la panique que engendre une victoire russe imminente côté Amérique et côté Europe. C'est-à-dire qu'ils doivent prévoir et un mouvement de panique de l'Union européenne et des États-Unis, c'est-à-dire que envoyer des troupes sur place par une sorte de coup de folie qui viendrait de nulle part. Maintenant, il n'y a plus vraiment de logique dans l'Union européenne et aux États-Unis, hein. Là, si vraiment Joe Biden voit que sa cote de popularité aux États-Unis diminue et qu'il ne sera pas réélu en novembre, peut-être cela engendrera-t-il une sorte de diabolisation en urgence de la Russie pour quand même trouver une excuse afin d'envoyer des troupes américaines et de l'Union européenne sur le sol ukrainien. Alors évidemment, ça peut sembler invraisemblable au moment où je vous en parle, mais bon, on ne sait jamais. Maintenant, la folie devient vraiment possible. Ils sont capables de vraiment tout, hein.
L'état profond, vous savez, c'est comme un chien enragé qui est pris dans un coin et ne peut plus reculer, ne peut plus fuir. Et dans ces cas-là, il ne peut que mordre. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cela est loin d'être impossible. Donc gardons toujours cela en tête. Maintenant, les Russes, connaissant le côté fou, irrationnel de l'Union européenne et des États-Unis, euh, moi je serais eux, je me dépêcherais quand même de finir le travail. Ce n'est que mon avis, peut-être que j'exagère, mais moi je vois cela ainsi. On ne sait jamais. Bref, passons à autre chose. Là, nous avons évidemment le manque de combattants criant côté ukrainien, et ce manque de combattants est si terrible qu'ils en sont à bloquer les services consulaires pour les réfugiés à l'étranger, afin de les obliger à les faire rentrer en Ukraine pour leur mettre la main dessus et les envoyer au front, bien évidemment, parce que cela va se terminer ainsi. C'est pareil, des députés de la Rada commencent à parler de baisser l'âge de la mobilisation à 18 ans et non plus à 25 ans. On en est là. On en est là. Aussi, les dernières nouvelles, d'après le colonel McGregor, ce n'est plus 500 000 hommes qui auraient été tués sur le front. Je parle de soldats ukrainiens, mais en réalité plus de 600 000. Et cela serait en cohérence avec l'état de panique du gouvernement de Kiev quant au manque de combattants. C'est pour ça qu'ils en arrivent à des extrémités qui sont en réalité illégales, parce que ce qu'ils font est illégal. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand avocat ukrainien qui l'a dit à la télé ukrainienne. Donc ils en sont à ces extrémités-là, hein, tellement ils se font massacrer sur le terrain. Je vous ai montré aussi la semaine dernière que le grand journal américain The Independent avait reconnu maintenant qu'il n'y avait que 50 000 morts côté russe. Alors bon, ce chiffre est quelque peu sous-estimé, mais en tous les cas, cela montre que le vrai nombre de morts de soldats russes commence à être connu de par le monde. En réalité, mon estimation, pour vraiment être complet, ce serait 55 000 morts. Au maximum 60 000 morts côté russe, mais je n'y crois pas du tout, parce que quand vous regardez les dernières statistiques de Mediazona, BBC, les Russes, ça fait quasiment un mois et demi que les Russes n'ont, pour ainsi dire, plus de morts visibles dans les graphiques statistiques. Alors évidemment, ils ont peut-être des morts, mais là, ça se compte en peut-être une poignée maintenant. Encore une fois, cela n'est même plus visible sur les graphiques pardon, de Mediazona BBC. Donc on peut dire qu'il y a presque plus aucun mort côté russe. Alors imaginez-vous côté ukrainien, s'ils en arrivent là. Je vous rappelle que le dernier rapport de l'état-major français sur le bureau de Macron, c'était 35 000 morts et blessés par mois côté ukrainien. Je vous le rappelle, cela a été dévoilé par le journal Marianne. Je vous rappelle que le colonel McGregor disait environ 30 000 morts et blessés par mois côté ukrainien. Et enfin, je vous rappelle, il y a plusieurs semaines de cela, peut-être même un mois et demi, 2 mois, je vous avais montré cette députée ukrainienne qui, quand Zaloujny était encore là, donc on parle à l'époque de Zaloujny était chef d'état-major, elle avait révélé à la télévision ukrainienne qu'il perdait 30 000 hommes par mois. C'était suite à la réunion quand Zaloujny était là. C'était une députée ukrainienne qui ensuite était sur la liste noire du gouvernement ukrainien. Elle subissait moult pressions. Je vous en ai parlé dans les points sur l'Ukraine et je vous avais montré l'extrait vidéo télévisuel à la télé ukrainienne de cette députée. Donc tout concorde. Donc imaginez-vous une perte, on va dire, entre 30 000 et 35 000 hommes par mois côté ukrainien, bah, tout concorde. Et évidemment, les chiffres du colonel McGregor, encore une fois, étaient exacts. Ça fait plus d'un an et demi qu'il donne les chiffres. Il a toujours eu raison. Je vous rappelle que le colonel McGregor a des contacts directs au Pentagone.
Voilà. Bref, donc ça c'était sur le côté manque d'hommes côté ukrainien, tout concorde et tout est absolument logique. C'est pour ça qu'ils ont abaissé l'âge de la mobilisation, c'est pour ça qu'ils font appel aux réfugiés, c'est pour ça qu'ils ont fait appel aux femmes, même aux femmes enceintes, c'est pour ça qu'ils ont passé des lois pour accepter dans leur rang, pour combattre sur le front, même des handicapés légers, même des malades légers, chroniques. Eh oui, donc, et quand je vous parle de malades, je vous parle même de ceux qui ont des problèmes mentaux légers. Donc, et ça, c'était passé dans la loi ukrainienne. Je vous avais montré les articles de loi qui vous démontraient tout ça. Voilà où ils en sont côté ukrainien. Ne l'oublions jamais. Donc, c'est une déroute en réalité totale, uniquement pour la communication, puisque je vous rappelle que militairement, c'est absurde et cela n'a aucun sens. Depuis 1 an et demi, tout ce qu'ils font n'a aucun sens militairement, car ils n'avaient aucune chance, aucun espoir, dans le sens parce que l'OTAN avait dit que jamais il n'enverrait des soldats sur le terrain. Donc comme l'OTAN n'ira jamais se battre contre la Russie, cela a été rappelé par Joe Biden il y a moins d'un mois encore, donc étant donné que c'est uniquement par truchement que, que l'OTAN fait la guerre à la Russie, ils ne pouvaient pas gagner la guerre car tout leur espoir était sur la grande offensive de l'été dernier, tout leur espoir était là, ça a été un fiasco total. À partir de là, il n'y avait aucune chance de rebondir. Entre nous, moi, dans les points sur l'Ukraine, je vous avais dit que cette grande offensive n'avait strictement aucune chance de réussir, puisque déjà à l'époque, bien avant la grande offensive ukrainienne, les lignes de Sourovikine avaient été déjà complètes. Et je vous rappelle que pas une seule ligne de Sourovikine n'a été franchie. Je vous parle de la première, celle de contact sur le front. Celle-là n'a même pas été franchie sur les 4 qui existent des lignes de Sourovikine. Donc à la base, la grande offensive ukrainienne n'avait aucune chance. On est dans la communication pure. Donc voilà pour le manque d'hommes côté ukrainien. Un grand général a dit que l'armée russe était 15% plus forte qu'au début de la guerre. Pourquoi? Parce que le complexe militaire-industriel russe est absolument gigantesque. On estime, alors c'est pas moi qui le dis, je vous ai montré un article du New York Times qui, un haut responsable du Pentagone estimait que le complexe militaire-industriel russe, pardonnez-moi, c'est pas un haut responsable du Pentagone, c'est un haut responsable du ministère de la Défense estonien, excusez-moi, qui avait dit que le complexe militaire industriel russe était 7 fois plus performant, produisait 7 fois plus que tout le complexe militaire industriel de l'OTAN réuni. Je le rappelle comme ça. Bref, ils n'ont aucune chance, bien évidemment. Alors maintenant, les détails, on a les Abrams qui ont été retirés du terrain par les Ukrainiens parce qu'ils sont trop fragiles. Donc, bon, trop fragiles entre guillemets, hein, ils ne sont pas si fragiles que cela, mais ils ont un énorme point faible, c'est-à-dire l'arrière du tank, là où il y a le réservoir d'essence, qui n'est pas protégé vraiment. Il y a aussi la logistique des tanks, qui est absolument horrible, surtout pour les Abrams, j'en ai déjà longuement parlé, je ne vais pas y revenir, et les attaques MS envoyées à longue portée, c'est-à-dire de 305 km. En réalité, ils ont déjà été envoyés à l'Ukraine il y a un moment. Les attaques MS de 160 km, les Ukrainiens, ça fait plus d'un an qu'ils les ont, et d'ailleurs ils ont attaqué une base militaire à Jankoï, c'est-à-dire au nord-est de la Crimée. Ils avaient déjà envoyé 12 attaques MS. Donc là, maintenant, ils ont des attaques MS de 305 km de portée. Que vont-ils vraiment en faire? À mon avis, pas grand-chose. Déjà, attendons de voir s'ils arrivent sur le front. Parce que là, tout dernièrement, un train de munitions a été détruit par les Russes, un train venant de Pologne, évidemment sur
le terrain ukrainien, bien entendu. Donc énorme perte d'équipement militaire pour l'Ukraine. Donc cela a été dévoilé sur LCI et parce que c'était le ministère de la Défense russe qui l'avait déclaré. Enfin, on a Dimitri Peskov qui a dit que cet envoi d'attaque MS de 305 km de portée allait faire que les Russes allaient augmenter la zone tampon, comme ils le disent depuis plus d'un an et demi. Hein. Ils avaient dit plus vous donnez des missiles à longue portée à l'Ukraine, plus nous, la zone tampon va être de plus en plus grande. C'est ce que je vous dis depuis plus d'un an et demi aussi, puisque ça a été dit au début de la guerre, 6 mois après le début de la guerre, par Vladimir Poutine. Donc ça va être le prétexte pour les Russes de prendre toujours plus d'oblast, ou tout du moins d'avancer toujours plus profondément en Ukraine. Voilà, voilà. Donc évidemment, le fait que les systèmes antiaériens commencent à être inexistants en Ukraine, il va y avoir maintenant l'aviation russe qui va prendre le pas tout doucement, lentement, mais sûrement en Ukraine et va complètement écraser l'Ukraine, tout du moins tout ce qui est militaire. Et évidemment, les infrastructures électriques, n'oublions pas cela, n'oublions pas, et ce sera mes derniers mots, que sans infrastructure électrique digne de ce nom en Ukraine, on ne peut pas conduire de guerre en Ukraine. Je parle du côté otanien, ils ne pourront plus rien faire, car on ne peut pas faire une guerre uniquement sur des groupes électrogènes. Voilà, il faut quand même se souvenir de cela. Ce sera mes derniers mots de la conclusion. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Donc on va immédiatement parler de ce qui s'est passé au nord, donc à Smolensk. À Smolensk, il y a un dépôt de pétrole qui a été attaqué par des drones ukrainiens. Là, ils ont fait de vrais dégâts, faut dire ce qui est. Mais encore une fois, c'est impressionnant à voir avec les images télégrammes et on voit un gros incendie, etc. Évidemment, il y a des systèmes de protection qui se sont mis en place. Donc, c'est-à-dire que peu de temps après, les valves se sont coupées automatiquement. Arrêt donc du flux de pétrole et évidemment, un court-circuit a été fait sur les circuits pétroliers. L'incendie a duré très peu de temps, dans le sens 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, bon, évidemment, c'est toujours ennuyant côté russe, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, on en est à des actions terroristes uniquement. Alors là, on va reprendre par le sud. La semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait la base de Jankoï qui a été attaqué par 12 attaques MS, 10 ont été arrêtés. Par contre, ce que les Russes peuvent craindre avec l'arrivée d'autres attaques MS, ceux d'une portée de 305 km, eh bien c'est le pont de Kerch. Tout le monde parle de ça, mais bon, ça c'est les journalistes qui disent ça. Ça ne veut pas dire qu'ils attaqueront le pont de Kerch. Ils vont peut-être attaquer Sébastopol, Simferopol ou d'autres dépôts de munitions. Mais on ne sait pas, ils peuvent attaquer absolument n'importe où. C'est sûr que détruire le pont de Kerch, ce sera un coup médiatique absolument énorme pour l'Ukraine, qui ne servira strictement rien sur le point militaire, tout simplement parce que ça fait déjà environ un mois et demi, entre un mois et demi, que les Russes n'utilisent plus le pont de Kerch pour tout ce qui est militaire. Ils utilisent voies ferrées qui ont été construites et nouvelles routes qui ont été construites uniquement pour le militaire, pour approvisionner la Crimée. Donc le pont de Kerch, si jamais une partie est détruite, au niveau militaire, ça ne changera strictement rien. Par contre, symboliquement, ce sera très fort. Donc là, les Ukrainiens, ils ont arrêté de faire des opérations amphibies, ils en ont fait 2 ici, ils se sont fait détruire à chaque fois. Je vous rappelle que les opérations amphibies, ce sont de véritables troupes d'élite qui y participent. Et dans la première attaque amphibie qui était là, il y avait beaucoup d'anglais. Voilà, il faut le savoir. Alors je ne sais pas s'ils étaient du MI6 ou pas, mais il y avait beaucoup d'anglais, tout du moins, c'est ce que disent les Russes.
Voilà, alors maintenant sur le sud, bon, comme d'habitude, rien ne se passe. De toute manière, étant donné que le Dniepr est là, il n'y a aucune grande offensive qui peut partir du sud. Sauf, alors, énorme surprise côté russe, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font là n'est qu'une mascarade, qu'une diversion pour dire, on va attaquer dans le nord, on va attaquer dans le nord, et hop, ils attaquent par le sud. Voilà, alors je dis pas que ça soit impossible, peut-être que c'est ce qu'ils ont prévu. Je serais très surpris, mais pourquoi pas, vous allez me dire. Parce que si c'est ce qu'ils font, eh bien, ce serait une bonne idée. Parce que effectivement, comme personne s'attend, Ukrainiens compris, hein, parce que quand on regarde les rapports russes sur les garnisons ukrainiennes dans l'oblast de Mykolaïev et de Zaporojye, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Alors il commence à y avoir du monde que à partir de la région d'Orirov, hein, uniquement, hein. Sinon, là, c'est très dégarni en force ukrainienne, hein. Il n'y a que des forces de défense minimales, hein. Comme les Russes n'ont strictement rien fait, eh bien les Ukrainiens se sont bien relâchés. Donc pourquoi pas, ça peut être une ruse russe très intelligente, hein, mais bon, là on est dans la pure spéculation. Alors là où il y a eu des avancées russes, bah, c'est ici. Ah, donc là, ça faisait longtemps, plusieurs mois que les Russes n'avaient pas avancé dans la région de la forteresse d'Ougledar, qui est ici. Donc ils ont fait une avancée ici, donc au nord de Pavlivka et près de Plechouska. Donc c'est vraiment exceptionnel, parce que ça faisait des mois qu'il n'y avait pas d'avancée ici. Donc apparemment, ils ont décidé de s'occuper d'Ougledar. Et vous allez voir qu'apparemment, la pince est en train de se faire. Celle dont je vous parlais depuis plusieurs mois, hein. Je vous avais dit qu'Ougledar serait encerclé. Donc apparemment, c'est le cas. Donc là, les Russes sont un petit peu avancés sur Novomilskaya. Ils ont un petit peu avancé, mais pas énormément, quelques centaines de mètres. Ça valait pas le coup de mettre une épingle rouge. Là, ils ont avancé de plusieurs centaines de mètres, de presque 1 kilomètre ici, donc dans la zone de Marinka. Donc là, j'ai fait une grosse flèche parce que là, ils commencent à avancer très vite, hein. C'est pour ça que j'ai fait une grosse flèche. Vous voyez le lien urbain qui s'allonge là jusqu'à Kurakove. Alors Kurakove, alors je l'ai mis en triangle parce que c'est la cible du moment. La cible du moment dans le sens que c'est ce qu'ils veulent de manière imminente dans la zone de Marinka, hein. C'est pour ça qu'exceptionnellement, je l'ai mis en triangle. Alors pourquoi aussi? C'est parce que c'est la dernière zone qui bombarde où il y a des canons César en nombre. C'est là où il y a le plus de canons César et de M777 américains, mais principalement des canons César. C'est là qu'ils sont, et c'est de là qu'ils tirent sur Donetsk. Voilà, Malinka, Donetsk, mais principalement Donetsk. Voilà, c'est à Kourakove qui sont les forces ukrainiennes qui tirent sur Donetsk. C'est pour ça que j'ai mis une grosse flèche comme ça et que je l'ai mis en triangle parce que là, je peux vous dire, d'après les rapports russes que je lis, alors de la chaîne de Podolyak, par exemple, qui lui a des contacts directs ici de soldats qui se battent ici, eh bien apparemment les soldats russes sont hyper motivés. Ici, ils sont hyper motivés. Voilà, alors c'est la première fois que je vous le dis, depuis que je fais les points sur l'Ukraine au niveau de la motivation des soldats. Alors pourquoi? Bah parce que ça a été noté dans plusieurs rapports russes. Là, ils ont la bave aux lèvres pour prendre Kourakove qui bombarde depuis des années Donetsk. Avant, ils bombardaient de plus près, hein. Ils bombardaient d'ici, avant, surtout. Et maintenant, ils ont reculé, ils bombardent d'ici. Voilà. Donc, c'était à noter. Alors là, évidemment, bah, je vous en ai déjà longuement parlé, donc je ne vais pas trop y revenir sur la percée russe qui était ici. J'en ai déjà longuement parlé, je ne vais pas y revenir.
Sinon, là, pas grand-chose sur Tchassiviar. Alors là, c'est important. Les Russes sont très peu avancés. Là, alors, d'après ce que j'ai compris, par contre, là, je dois signaler, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, il y a certains rapports russes qui se contredisent. Il y en a que là, il y en a des rapports russes qui disent il y a une forte résistance ukrainienne alors qu'il n'y en avait pas il y a 2 semaines. Parce que comme Tchassiviar, c'est le verrou le plus important pour l'instant, c'est le verrou le plus important, il y aurait eu des renforts massifs, extrêmement rapides d'Ukrainiens, et que c'est pour ça que les Russes, ils avancent plus. J'ai d'autres rapports russes qui disent qu'en fait, là, ils n'ont pas eu d'énormes renforts, mais le peu qu'ils sont, ils s'écrasent sur la ligne russe pour les empêcher d'avancer. Et comme ils s'écrasent sur la ligne russe, les Russes font tellement de morts à Chassiviar qu'ils préfèrent rester comme ça et épuiser l'armée ukrainienne complètement avant de faire leur avancée. Comme ça, ils auront une autoroute pour aller sur Kramatorsk. Voilà, alors c'est un peu contradictoire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. En tous les cas, ce qui est certain, c'est pour ça que j'ai laissé les flèches. Ils continuent leur stratégie de pince autour de Tchassiviar et ils auront Tchassiviar comme ça. C'est-à-dire ils feront une pression au milieu et ils avanceront dans le nord et dans le sud pour faire une pince, pour complètement refermer Tchassiviar et être sûr d'exterminer tout le monde. En tous les cas, d'après ce que je comprends, là j'ai mis un point rouge, c'est vraiment un massacre sur Tchassiviar. Les Ukrainiens perdent un nombre d'hommes dingue. Si on en croit le rapport russe, comme quoi il y aurait énormément d'arrivées d'hommes, bah, ce ne serait pas étonnant. En tous les cas, c'est là où ils perdent le plus d'hommes, c'est certain. Sur Sivelsk, il y a beaucoup de combats, surtout ici et surtout ici. Les Russes sont un petit peu avancés sur Vinka, mais ils sont loin d'avoir pris cette petite ville. Très très loin. Là, c'est de la guerre d'attrition pure. On a vraiment que les Russes se sont concentrés sur ces deux points-là. Donc, sur Tchassiviar et Ocheletino, pour prendre 2 points clés. Donc, Tchassiviar ici et Pokrovsk ici. Voilà les 2 cibles présentes. Donc là, on parle surtout du centre de l'Ukraine. Alors je vous rappelle que Donetsk n'est pris, l'oblast n'est pris qu'à 59%, alors que Lugansk à 99% par les Russes. Donc les Russes ont encore beaucoup de chemin à faire avant de prendre ne serait-ce que les 4 oblasts que les Russes ont déclarés comme leur, c'est-à-dire territoire russe. Sur Kupiansk, rien n'a bougé. Il y a beaucoup de combats sur Kupiansk, mais rien n'a bougé. Comme vous le savez, ici, Kharkov est une cible russe, mais pour étouffer Kharkov de manière indirecte, c'est-à-dire dépôt de munitions, dépôt de pétrole, dépôt d'essence, électricité. Pour l'instant, c'est ça qui vise autour de Kharkov, comme s'ils voulaient rendre la ville invivable. Par contre, pas d'intervention directe russe. Dernière information, il y a des forces russes qui s'amassent toujours plus à la frontière de Belgorod et à la frontière ici à côté de Soumy. Il y en a de plus en plus de forces russes qui s'y agrègent. Est-ce un signe annonciateur? Je ne le sais pas. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Et merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde, analyse avec un S sur Odyssée et Rumble. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.